Bienvenue sur cette rediffusion. Si tu n'as pas peur, tu peux nous rejoindre en live. Je stream généralement le lundi, le mercredi et le vendredi vers 17h. Et parfois le dimanche pour les rétrospectives cinéma. Bon visionnage. Nous allons commencer ces recommandations de juin ou de juillet, on ne sait jamais, par vous présenter donc le format figure de Clément Viktorovitch. Mais j'ai vu que celui avec Lou. Et peut-être que je regarderai celui avec lui là. Jean-Marc Jancovici, même si je sais pas du tout qui c'est. Astier, par contre, je vais faire l'impasse. Pas envie de m'énerver. Donc voilà, figure avec Lou Trottignon. C'est donc une émission interview où Clément Viktorovitch reçoit des gens pour parler de sujets et d'autres. Tout pareil que ce que j'ai fait hier avec l'échange, bien sûr. Ici, donc, il reçoit Lou Trottignon, un humoriste transgenre non-binaire, mais qui a la flemme d'imposer la non-binarité quand on parle avec lui, donc les pronoms masculins sont très acceptés. Et ce qui est bien avec Lou, c'est qu'il porte un discours bien moins policé que d'autres pour bien montrer que la vie nous contraint, malgré nos combats ou nos militantismes. Donc voilà, je vous encourage vraiment à regarder cette interview, car Lou a l'air d'être une personne vraiment très chouette. Et puis ça vous fera un autre témoignage d'une personne trans qui a l'air d'être bien dans sa peau. On a souvent l'image des personnes trans en souffrance. D'ailleurs, on verra, il y a un film qui parle d'une personnalité trans aussi dans les recos. C'est pas toujours le cas. Des fois, ça se passe bien. On aimerait bien que ça soit tout le temps le cas, bien sûr. Mais en tout cas, là, ça fait plaisir de voir quelqu'un qui vit sa transidentité un peu différemment des discours qu'on a l'habitude d'entendre. Et je trouve ça plutôt joli. Voilà. Ensuite, 2 pestacles. Alors, un que j'ai pas vu en vrai, mais que j'ai vu à la télé, quoi, en format film. Nanette d'Anna Gatsby, sorti en 2018. Ça m'a été chaudement recommandé par Vol, et je comprends. Maintenant, à chaque fois que je parle à quelqu'un et que je lui dis « Tu as vu le spectacle Nanette ?» Soit la personne ne l'a pas vu et je lui conseille fortement, soit la personne me dit « Ah, quel banger !» Donc oui. Donc c'est un spectacle comique, mais on chiale aussi très très fort. Le spectacle porte des thèmes extrêmement forts, notamment sur le lesbianisme, mais aussi les violences sexuelles. Yel, car Anna Gatsby est donc une personnalité non-binaire, s'adresse en priorité aux hommes cis pour les appeler à se lever contre celles qui refusent l'existence des personnes marginalisées, mais pas que. Dans nos propres luttes, les biais et les demandes impossibles sont légion. Voilà, donc il y a une blague extrêmement drôle qui se passe au tout début du spectacle, où en fait, une personne lesbienne vient voir Anna Gatsby, qui est le même... Non, comment on dit ? Et lui-même est lesbienne. Et lui dit pourquoi ton spectacle précédent n'était pas assez lesbien. Enfin, en gros, pourquoi tu ne parles pas de lesbianisme dans ton précédent spectacle ? Et Anna de répondre mais je suis sur scène pendant 1h30. On peut pas faire plus de représentation que ça. Donc voilà. On oublie souvent que le militantisme, c'est pas que l'ouvrir en permanence sur son propre vécu, mais aussi être là, être présent dans les sphères, dans toutes les sphères, de représenter en étant juste là, quoi. Ça suffit. Voilà, donc je mate pas beaucoup de spectacles d'humoristes. Souvent, j'ai des a priori et tout, j'ai l'impression que je vais pas trop rigoler, même si en vrai, quand je les regarde, je rigole. Mais là, je sais même pas si je pourrais caser ça dans un spectacle d'humoriste, tellement c'est impressionnant ce qu'elle a réussi à faire. Même Yel se demande, à l'intérieur même de son spectacle, si Yel doit continuer à faire ce métier, parce qu'il implique de la souffrance. Et franchement, c'est impressionnant de cette auto-réflexivité sur son propre métier, parce que jamais j'aurais pensé à ça. À se dire qu'un spectacle d'humoriste, c'est quelque chose qui peut être en fait lié à la souffrance. C'est un spectacle vraiment important, car très très émotionnel, mais pas dans le pathos. Elle est pas là pour sortir les violons. Ça prend vraiment aux tripes, parce que le message vient des tripes. Je l'ai revu là hier pour retrouver une citation. Et franchement, la colère, elle perce. Et pourtant,
Et pourtant, Yael essaye de vraiment pas être en colère, parce qu'être en colère, c'est souvent pas toujours bénéfique pour faire passer un message. Et Yael en rigole d'ailleurs sur scène. Donc voilà, c'est vraiment un spectacle qui prend aux tripes, parce qu'il vient des tripes, et c'est sa vérité qui nous éclate au visage. Rassurez-vous, on rigole très très bien aussi. Je dirais qu'il y a un 70% de rire pour 30% de ouïaïaï. Ça fait mal là où ça passe. Voilà, il y a beaucoup d'autodérision. Enfin, surtout si on a de l'autodérision, on va beaucoup rigoler. Et surtout les hommes cis qui en ont bien besoin. Voilà, je vous le recommande vivement. Si vous ne l'avez pas vu, c'est bien sûr trouvable en semoule. Si vous avez besoin, je peux le fournir. Je l'ai gardé et je pense le revoir parce que c'est un spectacle qui fait vraiment beaucoup de bien. Même s'il fait du... Il est puissant. Très puissant. Ah oui, bah oui. Non mais en fait, quand tu l'as vu, tu ne peux que le recommander à tout le monde après. C'est terrible. Hein. C'est vraiment un des spectacles de comédie que vraiment je m'attendais pas à voir, quoi. Eh bien, je te passerai la semoule. Faire ce que tu veux avec. Ensuite, un spectacle que j'ai vu en vrai de mes yeux vus, car c'est un spectacle qui s'est déroulé à Nantes. Alors malheureusement, je n'aurai pas d'autres dates ni d'autres endroits à vous le proposer, donc peut-être un jour vous le retrouverez. Ça s'appelle Les Secrets des Richardson, donc sorti en 2026, d'Alexandre Sibiril et Valentin Herbretto, avec Mégane Pouliandre, Clara Chamou, Emma Binon, John Morillon et Philippe Talot. Une pièce de théâtre imitant les séries des années 80 à la Amour, Gloire et Beauté, ou Le cœur a ses raisons pour celles qui connaîtraient. On suit Allison, fille d'un magnat américain qui vient de mourir, donc elle a perdu son daddy dans un accident, et son mari, qui a l'air plutôt vénal et très très louche. Alors, j'ai vu la première de cette pièce, il y avait une seconde représentation le lendemain, mais comme je vous ai dit, il n'y a pas forcément d'autres dates pour le moment. Donc je ne sais pas s'il y aura d'autres représentations à Nantes ou ailleurs. En tout cas, c'était très très drôle, très loufoque, over the top, comme Le cœur a ses raisons. Très inventif, car Yael joue même des pubs au milieu, parce que c'est vraiment un épisode. Il y a vraiment le previously on, après il y a le staring, et il y a tous les actrices qui viennent et qui font des pauses pas possibles, genre... comme si c'était le générique d'une émission, et ils font les pubs au milieu, donc ça c'était très drôle. On est vraiment dans un show télé américain jusqu'au bout. Ils sont 5 sur scène et ils interprètent beaucoup de rôles. En fait, il y a lui, eux, ils ont à peu près un rôle. T'as envie de revoir Le cœur à ses raisons en ce moment? Ah oui, non mais je comprends, ça fait longtemps que je les ai pas vus, le petit boubou. Donc il y a eux qui ont à peu près un rôle plus un autre, on va dire. Et lui, il interprète vraiment 5 milliards de personnages. Et c'est beaucoup trop drôle parce qu'il est obligé de les dire. En fait, il arrive toujours sur scène en mode « je suis l'avocat » ou « je suis le médecin ». Il est obligé de préciser alors que ça se voit ce qu'il est. Donc voilà, ça rend la chose très très drôle. Et surtout que c'est toujours le même visage. Jamais il va se grimer autrement qu'avec son propre visage. Donc c'est encore plus drôle. Donc voilà, c'était très très sympa comme pièce. J'espère en vrai qu'elle pourrait continuer à s'exporter un peu, parce qu'on a passé un bon moment. Voilà, il n'y a pas de... Il y a rien d'oppressif, etc. C'est vraiment pour se moquer des... Enfin, se moquer. C'est une parodie des films, des séries télé américaines des années 70-80. Voilà. Brenda, non, je sais pas les imiter. Putain, j'avais une pote. En fait, pendant que j'ai regardé cette pièce, j'ai trop... En plus, l'actrice, alors ça se voit pas là sur cette photo, mais l'actrice principale ressemblait trop à ma pote. Et cette pote imite trop bien les personnages du cœur à ses raisons. Et parce qu'on les a regardés ensemble. Enfin, on les a regardés au même moment. Et donc, c'était à mourir de rire. Donc voilà, j'ai beaucoup pensé à elle quand j'ai regardé cette pièce. Allez, c'est parti pour les 50 milliards de lectures de ce mois-ci. Que des titres que vous allez connaître, bien sûr. Easy Breezy, sorti en 2022 de Yi-Yang. Premier tome de la série des 3 tomes dont je vous avais déjà parlé.
avec Deep Vacation et Comet Club. Donc j'avais déjà lu les 2 et 3e tomes, mais j'avais pas eu le premier. Voilà. Ici, la jeunesse de pourquoi Yang Kuai-Kuai et Liu deviennent potes alors que leur relation ne démarrait pas du tout bien. Donc voilà, j'ai enfin le prequel de cette amitié. Encore un tome avec une histoire pas banale, à base d'enlèvement d'enfants. Nous ne saurons jamais d'ailleurs si c'était pour des choses encore plus graves, mais c'est l'habitude avec ces manhwas. C'est toujours un fond hyper sombre sur une histoire vraiment fantasque. Donc on a toujours en fait un fond sociétal réaliste, enfin réel, et dur, et dark. Et pourtant, les gamins, ils sont toujours dans l'espèce de réalité fantasque. Les dessins sont toujours aussi mouvementés et bordéliques. C'est le charme du trait de Yi Yang. Je vous conseille donc les 3 si vous êtes curieux et curieuse d'un style différent et surtout d'histoires pas piquées des hannetons. Voilà. Donc j'ai adoré ce trio de mangas. Je ne sais pas si elle a prévu de faire d'autres. Mais en tout cas, c'était bien cool. Une autre BD pour enfants cette fois-ci, dont je vous avais déjà parlé des auteurices et de la dessinatrice. Ça s'appelle Le Talisman du Loup, sorti en 2020. Un livre, donc, un conte de Myriam Daman et Nicolas Digard, et illustré par Julia Sarda. C'est toujours aussi magnifique. Un loup rencontre une jeune femme avec qui il veut communiquer, mais ceci a un prix. Magnifique conte, autant pour l'histoire, j'ai eu les yeux humides à la fin du livre, parce que c'est vraiment tout doux, tout mignon, tout bienveillant, tout ce que vous voulez. Qu'en termes de graphisme, parce que c'est vraiment toujours aussi magnifique. Je vous en avais déjà parlé d'un autre conte illustré par Julia Sarda, qui est toujours aussi beau. Et ma sœur et moi, on s'était dit qu'on allait chercher les autres livres de cette illustratrice, parce que c'est vraiment trop beau, c'est bien écrit, etc. Et une pote de ma sœur les a quasiment tous, enfin tous, incroyables. Donc maintenant, on a tous les titres de toutes les œuvres illustrées par Julia Sarda, parce que visiblement, Internet, on connaît pas ici. Voilà, donc on a hâte de lire les autres. Et d'ailleurs, il y a des contes qui ont été faits uniquement par l'illustratrice. Et il paraît, en tout cas, la pote dit que c'est ses préférés. Donc voilà, j'ai hâte que ça me tombe entre les mains et que je puisse les lire. Et si vous trouvez le Talisman du Loup, n'hésitez pas à le lire parce que c'est vraiment très court et vraiment tout doux pour le cœur. Voilà, c'est très joli. Bravo. Ensuite, on enchaîne avec un autre conte qui s'appelle Les oiseaux électriques de Potakudi, sorti en 2022, de Joël Jolivet et Kartika Nahir. Je sais pas du tout qui est la personne qui écrit et la personne qui dessine. Et c'est un conte sur comment des enfants vont sauver un couple d'oiseaux pendant leur nichée dans un village. C'est un très joli conte sur l'entente entre humains et animaux, comme quoi ce n'est pas si compliqué. En plus, en faisant ça, en essayant de sauver ce couple d'oiseaux et leurs œufs, ça permet aux humains de retrouver un lien ensemble qu'ils avaient perdu. Et le style graphique est tout aussi super. Voilà, c'est à faire lire à des enfants, mais c'est toujours aussi bien pour les adultes. Voilà. Le don te dit quelque chose? Ah ouais? Incroyable. Parce que ça, c'est vraiment sorti du trou du cul de ma bibliothèque. Là, j'ai vraiment l'impression d'avoir fouillé les racks de la médiathèque côté enfant en plus. Là, on est vraiment chez les enfants bébés, quoi. Enfin, les petits, quoi. Même pas chez les ados. Voilà. Un autre conte pour enfants, un peu particulier celui-là. L'été dernier, de Kim Ji-yoon, sorti en 2022. C'est une BD sans parole, juste en sensations, grâce à la poésie graphique de l'auteur, qui voulait retransmettre les sensations de l'été aux lectrices. Alors c'est très sympa, parce que ça fonctionne. J'étais assez intriguée du fait d'avoir une BD qui ne parle pas. Et pourtant, j'ai pas connu la moitié des situations qui est montrée. Mais évidemment, on a tous des situations, des expériences un peu similaires sur lesquelles on peut se raccrocher et se souvenir de ce que ça faisait en termes de sensations. Et je trouve que ça marche plutôt bien. Donc voilà, c'est très très court.
C'est même pas 10 minutes de lecture, mais c'est très cool. Et comment? Mais qu'est-ce qu'il et c'est très joli. C'est extrêmement bien dessiné. Ça va, Loud? Tu veux tuer quelqu'un? Les sensations de l'été. Se faire tuer par le soleil. Allez, on enchaîne avec une salle, 2 ambiances. Avec The Strange House. Donc voilà, là j'ai le tome 2. Parce que je n'ai pas encore rendu la moitié des livres dont je vais vous parler. Donc The Strange House, sorti en... Strange de la House. Putain, faut que j'arrête. Sorti en 2023 de Uketsu et Kyo Ayano. Donc l'histoire, c'est celle d'un pigiste. Alors moi, j'ai toujours cru que c'était une meuf, voilà. Je découvre que c'est en fait un personnage masculin, le héros, spécialisé dans l'occulte, qui reçoit le plan d'une maison où quelque chose cloche. Il en parle à un ami romancier d'horreur qui voit tout de suite les problèmes. Que cache donc cette maison? Et ils vont se baser que sur le plan pour comprendre ce qui va pas. C'est super addictif et il y a une belle ambiance glauque. Ce qui est bien, c'est qu'on vous montre les plans, donc vous pouvez chercher les bizarreries, et j'avais trouvé évidemment la plus grosse. Alors, vous pouvez jouer directement sur les pages du manga. Voilà. Littéralement, vous avez les plans, et sans ouvrir, vous pouvez commencer déjà à trouver ce qui va pas. Voilà. L'autre, bon, elle était un peu too much, mais on s'en fout. Parce que l'enquête n'est pas que sur une maison, mais plusieurs. Et le mystère s'épaissit de manga en manga. C'est vraiment, c'est un super manga d'horreur. Parce qu'il soulève des questions bien cheloues sur la traite d'enfants, le meurtre, voire sur l'organisation de meurtre de façon plus poussée. Voilà, j'ai lu que 2 tomes sur 5. Le 5e est en préparation. Le 4e tome est sorti en France. Alors, je ne sais pas si ma médiathèque va faire l'acquisition du 3 et du 4 dans pas longtemps, mais j'aimerais bien, voilà. S'il vous plaît. S'il vous plaît, je veux lire ce manga. Donc voilà, vraiment très très bien. Après, je me suis dit peut-être qu'il faudrait que j'aille voir à la semoule ce que j'ai. On continue dans des mangas de genre, on va dire, qui me donnait très envie et que j'ai pu enfin lire. The Stardust Family, sorti en 2023 de Aki Poroyama. Dans une société japonaise du futur, les parents doivent obtenir un permis pour avoir et élever un enfant sous peine d'emprisonnement. En gros, il n'est plus permis de procréer sans avoir un permis qui dit qu'on traitera bien les enfants. Hikaru est l'un des enfants examinateurs du gouvernement qui se rend chez les couples pour vérifier s'ils sont aptes ou pas à recevoir un enfant. C'est un très bon manga en 2 tomes. Donc voilà, donc ça c'est la couverture du 2e. Il faut toujours que je cache ça. Voilà, de toute façon ça sert à rien, vous ne voyez rien. Ça c'est la couverture du 2e. Voilà. Donc 2 tomes que j'ai terminés. Donc les thèmes sont hyper intéressants. Qu'est-ce qui fait un bon parent? Faut-il ce genre de mesures pour empêcher les enfants d'être malheureux? En tout cas, ça a le mérite de leur empêcher de subir des violences parentales, puisque les parents sont triés sur le volet et tu ne reçois pas ton permis si tu es violent pendant l'examen qui dure 2 semaines. Donc tu as le temps de péter un câble si tu es quelqu'un de violent. Autre thème qui est abordé, c'est comment et qui choisir comme bon parent. Sur quels critères? Hikaru se rend dans la famille de Daiki et Chisa, 2 amoureux au passé trouble, et pourtant on voit assez vite que c'est un peu les meilleurs parents que d'autres présentés avant, qui avaient l'air très faux cul, très parfaits pour l'examen, alors que eux ils sont vraiment très naturels, et ça se voit qu'ils font attention à Hikaru, qui est un enfant de substitution pendant 2 semaines en gros. Et petit plot twist, Daiki, donc le mec du couple, demande d'emblée à Hikaru de leur faire rater l'examen. À force de les côtoyer, Hikaru apprendra leur passé et ce couple pourra enfin être au clair sur leurs sentiments et surtout discuter de pourquoi avoir un enfant et qu'est-ce que ça va leur apporter.
C'est donc un livre sur la communication et sur l'acceptation du passé, accepter l'amour des autres et se laisser aller à la douceur. C'est un manga que j'ai trouvé assez juste, peut-être un peu rushé à la fin, parce que l'auteur, en fait, avait déjà trop allongé son histoire. Normalement, ça devait être une toute petite histoire, et puis ça c'est sorti en 2 tomes, donc c'est un peu trop pour lui. Donc il a vraiment un peu rushé la fin, j'ai trouvé. Une conclusion qui pourrait en surprendre plus d'un, mais que j'ai trouvé plutôt logique, et à l'image du couple bienveillant pour autrui. Voilà. À lire si de la SF sociale, oui c'est ça, de la science-fiction sociale vous intéresse. Coucou Loïc. Coucou. J'ai bien aimé parce que, en réalité, on sait pas trop si la société elle est utopique ou dystopique. Parce qu'en fait, à force de réguler tout et n'importe quoi, ça pose des questions en réalité. Voilà. J'ai trouvé ça assez intéressant. Et le manga ne répondra pas à la question, donc c'est à vous de vous faire une opinion sur tout ça. Ah, j'ai déjà rendu l'autre manga. 3e manga de cette série de mangas de genre. Chasse aux cadavres. J'aime bien les mangas d'horreur en vrai. Je trouve ça trop stylé. Chasse aux cadavres, sorti en 2021 de Osui Yamazaki. Dans un village japonais disparaît une écolière. Des battues sont faites, mais rien, pas de corps, pas d'indice, sauf une photo. Un homme portant un masque de Tengu. Donc le Tengu, c'est une créature mythologique japonaise. C'est une sorte de poulet volant avec une espèce de masque et un gros pif comme ça. De toute façon, vous tapez Tengu dans internet, vous allez trouver. Donc cet homme porte un masque de Tengu devant un pylône. Ishin, un ami d'Ayano, l'a disparu. Gros fan de pylône. Ah oui. Alors ça c'est peut-être le... Ça, c'est peut-être le truc que je reprocherais au manga, c'est d'avoir fait un gamin qui est fan de pylône. C'est tellement improbable, c'est un peu gros, mon pote, mais bon. Sinon, il n'y a pas de manga, j'avoue, il n'y a pas d'histoire. Donc, gros fan de pylône, retrouve ce pylône après 1 an à avoir feuilleté toutes les lignes électriques alentour. Mais par contre, on apprend plein de trucs sur les pylônes. Hein. J'avoue que... après, vous savez que ça, c'est forme machin truc, de la ligne machin truc, avec condensation de je sais pas quoi. Enfin bref, plein de détails sur les pylônes électriques. C'est assez marrant, en vrai. Voilà, c'est un... Ah oui, pardon, je vous ai pas dit. Il décide donc, avec 3 camarades, d'aller mener l'enquête et donc de retrouver ce fameux pylône sur la photo. Très bon manga d'enquête. Comme pour la maison de Strange House, c'est un peu glauque, avec des thèmes comme l'enlèvement d'enfants, l'agression par un adulte et autres joyeusetés. J'ai lu que le premier tome, j'attends que les gens rendent leurs livres à la médiathèque. Rendez vos livres, bordel. Voilà. Mais le premier tome est bien rythmé, l'intrigue avance, des petites péripéties à droite à gauche, une bonne tension maîtrisée, car on a l'impression que le kidnappeur peut être... peut-être que le kidnappeur et peut-être le tueur, parce qu'on ne sait pas si l'enfant kidnappé est toujours vivante, rôde dans le coin et observe les enfants. On a vraiment une sensation d'oppression à certains moments. Donc j'ai hâte de lire la suite, et si vous aimez les enquêtes policiers ou les goodies, ça devrait vous parler. Clitomax. Putain, mais j'ai pas mes émotes, je les vois là. Il y a une émote sur 3 que je... Là, par exemple, quand t'as mis les émotes soleil, pistolet, et après le petit truc qui attend. Là, le clitomax, il apparaît pas, je sais pas pourquoi. Ça a bugué. Bon, c'est pas grave. Il y a des fois comme ça, on sait pas pourquoi. C'est comme là, mon widget pour la musique, il marche pas aujourd'hui, on sait pas pourquoi. Alors qu'il a marché hier. Voilà. Alors, on enchaîne avec une BD qui s'appelle In Limbo, sortie en 2023, de Deb Gigi. C'est un récit autobiographique du collège et du lycée de l'auteurice coréenne qui vit maintenant aux US. Son parcours scolaire, l'acceptation de sa vraie passion, le dessin, et la relation conflictuelle à sa mère sont les thèmes abordés. Alors attention, le livre contient une tentative de suicide et des parents abusifs. Enfin, au moins un parent abusif.
J'ai beaucoup aimé. Je me suis reconnue dans quelques aspects. J'ai trouvé le récit assez juste et pas du tout pathos, alors qu'elle a des petits moments de vie à chier. J'ai bien aimé aussi les amitiés qu'elle y décrit, notamment celle avec sa meilleure amie qu'elle perd de vue et qui vit aussi des trucs pas cool. On y parle d'une mère qui change de discours tout le temps, oscillant entre support et insulte, et qui est violente avec sa fille. Sous couvert du fait qu'elle est asiatique, on fait passer ça comme normal, parce qu'il y a un cliché qui veut que les mères asiatiques sont très violentes et vénères contre leurs enfants. Alors que bien sûr, ce comportement n'est pas normal. Donc c'est un joli discours sur accepter ou non des parents défaillants. Ça parle aussi de racisme ordinaire envers des personnes asiatiques et du poids des familles à faire porter un héritage qui peut se perdre de génération en génération, car la personnage principal ne parle plus réellement le coréen. Et donc voilà, elle perd le lien avec son pays de naissance. Le récit est assez vaste, le tome est quand même gros, hein, il est quand même balèze. Le récit donc est vaste et très bien articulé et fluide. Ça se lit bien, surtout à 40 degrés dehors, parce que je suis allée lire régulièrement pendant la semaine à 40 dehors. Alors j'avoue que, avec le gros tome là sur les genoux et ça suait en dessous, j'étais en mode bon. Heureusement que les couvertures sont plastifiées. Voilà, je vous le conseille, si les thèmes de l'adolescence, de la construction de soi ou des difficultés de cette période vous intéressent. Bien sûr, attention, il y a des thèmes quand même assez durs. Voilà, je l'ai envoyé lire à ma sœur. Va-t-elle me le rendre? Elle a 11 jours pour me le rendre, parce que je dois le rendre... Ma limite, c'est le 11 juillet. Ouais, j'ai pas parlé du graphisme, c'est très joli aussi. C'est très, très, très beau. Voilà, on va enchaîner avec... Je l'ai là. Une BD que j'ai adorée. In Limbo aussi, j'ai adoré. Toutes les morts de Layla Starr. Voilà. Petit... Ça se lit très très vite, c'est très très beau. Toutes les morts de Layla Starr, sorties en 2022 de Ram... Alors je sais pas si c'est Ram 5 ou Ram V et Felipe Andrade. L'histoire, c'est que la mort, donc l'entité de la mort, la déesse de la mort, est congédiée du royaume des divinités, car Darius Shah va inventer l'immortalité. Darius Shah, c'est un mortel, hein, c'est un enfant qui va, au cours de sa vie, inventer l'immortalité. Envoyé dans le corps d'une jeune fille qui se prénomme Layla Starr et qui venait de se défenestrer, alors on n'a jamais su si c'était un suicide ou pas fait exprès. La mort, donc, prend possession de ce corps qui aurait dû mourir, et elle parcourt ensuite le monde et le temps pour tenter d'arrêter Darius, qui lui a fait perdre son emploi. Sinon, le livre explose. Un livre sur la mort, donc sur la vie. Voilà. À chaque chapitre, Layla rencontre Darius, et celle-ci prend conscience de la mortalité qui existe pour les mortels, puisque elle a été déesse, donc elle ne comprenait pas forcément ce concept. Pour elle, tuer n'avait aucun poids, aucune vérité, entre guillemets. Et ça permet de discuter philosophie avec elle autour de ça, et de ce que ça implique pour la vie. Donc de comment on vit sa vie quand on sait qu'on a la mort au bout. C'est un très joli conte d'amour de la vie, des souvenirs que l'on se crée et de pourquoi la mort est importante. Et voilà, faut-il supprimer la mort? Très beau, très fluide, drôle parfois et assez touchant. J'ai eu les yeux humides à la fin. Donc vraiment, je vous le conseille. Je peux vous montrer des pages. J'ai trouvé ça très joli. Super. Comme d'habitude. Je peux vous montrer des trucs? Non. La réponse sera non. Voilà. Donc le style graphique est hostile entre du comique et de la BD plus libre, beaucoup plus différente. J'ai beaucoup aimé, c'est très très coloré. Voilà, j'ai adoré. D'ailleurs, il est classé dans comics, hein, sachez-le, si vous le cherchez. En même temps, il est aux éditions Urban, et généralement, Urban, c'est des comics qui sortent de l'ordinaire. C'est des comics qui ne sont pas liés aux super-héros, généralement. Voilà, donc très joli, j'ai adoré.
À chaque fois, je me dis, maintenant que j'ai un plus grand espace de vie, je vais pouvoir acheter plein de BD pour soutenir les autrices. En fait, j'ai trop de trucs que j'aime. Je vais plus avoir de place dans 10 minutes. On verra. On verra, on verra. Et enfin, dernière recommandation BD littérature de ce mois-ci. Des BD que j'avais commencé il y a 1500 ans. Et j'ai enfin pu terminer avec les 2 derniers tomes que vous voyez pas. Voilà, super. On a les 2 derniers tomes qui sont là. Ça s'appelle Le rêve du papillon, sorti en 2010 de Richard Marazano et Lou Yin. Lou Yin, c'est la personne qui dessine. C'est en 4 tomes. De ta ville de faire une extension jusqu'à ton salon. Tutu est une jeune fille qui se perd lors d'une journée neigeuse. Elle tombe alors sur une ville dans une vallée continuellement enneigée où elle espère trouver de l'aide puisqu'elle-même est perdue. Sauf que dans cette ville, pas d'humains, que des animaux qui parlent. Elle se retrouve vite être l'objet de tous les regards, notamment celui de l'empereur, un être qui ne sent pas bon la bienveillance. Donc BD en 4 tomes que j'ai enfin terminé. Je crois que je l'ai commencé en décembre ou en janvier. Il m'aura fallu 7 mois. En même temps, les gens ne rendent pas leurs livres à la médiathèque. Rendez les livres. Pitié, ne les gardez pas 600 ans avec vous. J'ai beaucoup aimé, car en plus du graphisme qui est vraiment joli et travaillé, l'histoire porte quelques thèmes politiques, comme la révolution, la lutte des classes ou encore l'écologie. Car si la vallée est enneigée, c'est parce que quelque chose dérègle le climat. Si les ouvriers travaillent comme des bêtes, c'est bien parce qu'on les y oblige. Et peut-être qu'il est temps de se révolter. Tu vas apprendre à se débrouiller seul au départ, puis à apprendre à faire confiance aux autres pour se sortir de là, et les aider eux à se libérer de leur joug. J'ai beaucoup aimé l'écriture. Quand on pense que c'est pour les enfants, c'est surtout politique et ça prend pas 1000 détours. C'est vraiment franco de port, on te dit c'est la révolution quoi. Et on te dit littéralement c'est un mec qui nous a servi. Voilà, donc j'ai trouvé ça assez bien, assez cool, assez intéressant. Tutu en plus est un bon personnage car elle n'est pas infaillible et surtout elle a droit à des émotions comme la colère ou la révolte, qui est quand même assez étonnant pour une fille dans une BD. Bref, c'est très cool. Donc c'est autant pour les enfants que pour les adultes. Voilà. D'ailleurs, c'est étonnant parce que Marazano n'a pas du tout un blaze chinois. Et pourtant, il y a beaucoup de références à la culture chinoise, comme vous pouvez le voir. C'est écrit en chinois ici. Il y a une certaine notion quand même de politique communiste à un moment donné. Coucou Gezam, comment ça va? Coucou. Pour les recos. Fraîchement, ouais. sauf chez moi. Dans mon bureau, il fait toujours chaud. Donc il y a beaucoup de références ouais, à la culture chinoise et j'ai senti beaucoup de références ouais, à Tiananmen ou à d'autres révolutions comme ça contre des figures dictatoriales. Voilà. Donc ça m'a étonnée. Voilà, on va pouvoir passer à la seule série que j'ai regardée. Donc c'est un animé que j'ai vu ce mois-ci. Ah mais vous voyez tout? Arrêtez de regarder. 私、巨匠になるんだよ。締め切りですか？とっくに過ぎてます。広瀬を何とかしてください。そろそろコンテ上がらないと本当にやばいからさ、一旦誰かに出してみる？全部自分でやる。その方が結果的に早いから。夏子、どうした？夏子！あやぶ。何ここ？どこ？死にたいのか？あれ？私死んでない。もしかして私滅びゆく物語に転生しちゃったの？ここが本当に滅びゆく物語の世界ならうつ展開になっていくってことは、何をやっても無駄だよ。これはこういう物語なんだからし
しょうがないよね。ダメ。全集。 Voilà, Zenshu. Merde, je l'ai loupé. Voilà, Zenshu. Zenshu, sorti en 2025, créé par... Pourquoi ça marche pas aujourd'hui? Ah, qui marche. Mitsue Yamazaki, Kimiko Ueno. Le trailer a tout raconté? Non, ça va. Avec Anna Nagase, Kizuki Ura et Rie Kiki Kogemiya. Normalement, non, ça... non, parce qu'il y a toute une partie un peu compliquée. Même moi, je n'arrive pas à savoir si j'ai apprécié ou pas cette œuvre. C'est très étrange. Natsuko Hirose est une génie de l'animation à force d'avoir travaillé et étudié toute sa vie, laissant de côté les interactions avec les vrais humains. Elle galère à pondre son premier long métrage, pourtant, qui a pour thème le premier amour. Alors qu'elle mange un bento, elle s'effondre au sol et se retrouve projetée dans l'univers de son film préféré, l'anéantissement. Si je me suis pas trompée. Donc c'est un animé plutôt sympa. Alors j'ai pas eu de coup de cœur, mais on finit par s'habituer à tous les personnages. C'est bien animé et les thèmes en réalité sont un peu sympas, un peu... Ça fait réfléchir, quoi. Comment sauver ceux qu'on aime de leur destin? Doit-on le faire? Comment nouer des liens quand on a tout donné à sa passion pendant tant d'années? Et qu'est-ce que l'amour? Voilà, vous avez 4 heures. Il y a des trucs marrants et sympas, comme le fait qu'Hirose se pense invincible, mais se fait rattraper par la vie et sa réalité. Que changer les choses pour ce qu'on pense être le mieux n'est pas toujours la solution. Ou alors, quand un personnage hyper féminin, un peu cliché, à moitié à Walp, devient une espèce de... Enfin, devient une bodybuildeuse et apprend à s'accepter pour ce qu'elle aime, c'est-à-dire soulever de la fonte. Voilà, ça m'a fait bien rire et c'était plutôt pas mal. Sinon, bah voilà, ça se regarde, c'est pas l'animé du siècle, mais ça fait le taf. Voilà, donc je n'arrive pas à savoir si j'ai apprécié ou pas. C'est très bizarre. C'est très bizarre quand tu sais pas, t'es au milieu. Bah, c'est un 6 sur 10, voilà, je vous le dis. Non, j'ai dû lui mettre un 7 sur 10. Hein. Mon 6 sur 10, c'est un 7 sur 10 en réalité. Voilà, donc tu ne l'as pas vu, Loud, je suppose. On va enchaîner avec la suite. Alors, comment qu'on enchaîne? Là. Tu connaissais pas? Ok. J'ai eu l'impression qu'il était attendu comme animé, mais peut-être pas. Hop. On a réussi, Mabel. Après des années de travail, cette technologie révolutionnaire nous donne un accès sans précédent au monde animal. On met ça dans ça. Oui, ça dans ça. Ça dans ça. Pour résumer, vous avez créé un faux animal C'est ça. qui fait croire aux autres animaux que vous êtes un animal. C'est ça. C'est dingue. C'est comme dans Avatar. Ça n'a rien à voir avec Avatar. Mabel, sois prudente. Salut. Comment ça va? Salut ma jolie femme, ça fait longtemps, ça gaze, ça gaze. Je vous comprends. Mesdames, c'est quoi en ce Et ils étaient dans la même tanière. Mais non. T'as trouvé un super spot au soleil? Ouais. Oh non. Aïe, d'accord. Pourquoi? Comment ça? Pourquoi je lui sauverais la vie? Oui. Ah ouais, pourquoi tu ferais ça? Attends, quoi? Mais elle est dévorée. Bah oui, elle m'a attrapé. C'est la loi de l'étang. La loi de l'étang. Attendez, je suis perdue. Comment tu peux accepter ça? Eh ben, il faut bien qu'elle mange quelqu'un. Bon. Est-ce que tu veux toujours... Non, c'est bizarre maintenant. Voilà, Jumper. Alors là, c'est carrément le début du film. Jumper, sorti en 2026 de Daniel Chang avec Mallory Wanek,
Piper, Kurda et Artus. Mabel Tanaka est une jeune femme... Coucou Noma, comment ça va? Coucou. Mabel Tanaka est une jeune femme qui vit pour sauver la nature. Elle tient tout particulièrement à un lieu qu'elle a partagé avec sa grand-mère, qu'elle veut sauver d'un projet de construction d'autocroute. Mais elle voit bien qu'elle ne trouve pas comment faire. Elle va alors voler une machine de transfert de conscience pour demander à un castor de revenir dans les temps et sauver ce lieu. Alors comme ce trailer... Oui, c'est Vinci Autocroute. Ce trailer le montre, c'est un film très léger et drôle, presque con sur l'écologie. Si Pixar maîtrise parfaitement l'art de parler des émotions et des humains, le studio pêche un peu plus pour faire passer ses messages écologistes. C'est très simplifié. Bon alors, en vrai, c'est normal, c'est un film, surtout pour les enfants. Mais ils ont raison, en vrai, les castors sont une espèce extrêmement importante pour la biodiversité. C'est simplifié, voire simpliste. On voit que ça s'adresse plus aux enfants pour les faire rire et peut-être pas les accabler du monde qu'on leur donne, mais je trouve que ça dessert un peu le propos pour une fois, ça manque de profondeur et c'est assez dommage. Après, il y a quelques moments touchants, comme quand Mabel avoue en avoir ras-le-bol de tout faire toute seule et de pas y arriver. Un vrai thème pour les militants et militantes, ce sentiment d'impuissance quoi qu'on fasse. Comme on vient de le voir d'ailleurs, il y a un autre thème qui est intéressant et qui est rarement montré dans les films pour enfants, c'est que, eh bien, il y a des animaux qui doivent manger d'autres animaux pour survivre, et c'est pas un mal, c'est pas quelque chose de négatif, c'est comme ça en fait, c'est comme ça qu'ils vivent. Et nous, on l'a un petit peu trop oublié, alors que nous bouffons de la viande, bien sûr. Donc voilà, ça j'ai trouvé ça très intéressant, et donc on voit bien que elle, sa moralité d'humain entre en conflit avec ceux des animaux. Voilà, donc c'est un très bon divertissement, on rigole beaucoup, il y a vraiment des moments où on a vraiment l'impression que le studio était sous substance, parce que vraiment il y a certaines séquences qui étaient complètement loufoques et complètement abruties, ils sont vraiment pétés des câbles, voilà, donc ça reste sympathique, à voir plus pour le côté drôle et marrant que pour son thème écologique, voilà. Tu manges de la viande? Ouais, j'ai croqué un mascu pas plus tard qu'hier. Voilà. Est-ce que quelqu'un a vu ce film? Ah, peut-être que quand Jessie, elle va revoir... S'il regarde le replay, il va être là. Je l'ai pas vu. Bon, voilà, je vous le conseille, en vrai, c'est assez drôle. Il y a vraiment des moments un peu improbables. Ah oui, je l'ai vu en français. Et en vrai, ça passe très bien en français. Les voix sont assez j'allais dire merdiques. Parce qu'elles sont what the fuck. Comme par exemple la petite libellule, là, qui arrive et qui avec sa grosse voix, bonsoir. Voilà, c'est le genre de conneries qui me font rire. Il y a tout un moment aussi... Ah oui, il y a un moment un petit peu tricky pour les trilophobes. C'est ça, triophobes, ceux qui ont peur des petits trous en grand nombre. Il y a un moment où il y a toute une colonie de souris, je crois, qui sont vraiment trop massées, et on dirait qu'il y a plein de petites bulles, c'est un peu bizarre. Mais moi j'ai adoré, ça me fait beaucoup rire, mais voilà. Eh bien, on va pouvoir passer au film suivant. En fait, on va finir ces recos, il sera 18h30. Impossible de manger de l'emmental, du coup. Bah, il y a des gens, ouais, ça les trigger, ouais. Alors peut-être pas l'emmental, je sais pas. Mais par exemple, la fleur de lotus... ça lisse un peu la trypophobie. Et la fleur de lotus au Japon, ça l'a mis extrêmement mal à l'aise. Et c'est pas de chance parce qu'il y a tout un parc à Ueno, donc à Tokyo, qui est rempli de fleurs de lotus. Too bad! Alors, tout de suite la suite. Watashi, Merde. アイドルになりたいんです。いきなり何言うてんの？愛ってどうや？はい。あんたがここでなれんのはニューハーフや。この出会いが運命を変える。君はすごく輝いてた。先生、私を女にして。女？いや、違う。先生、手術してんの？そう簡単に決められることじゃない。正直神の領域だよ。君の命を奪うかもしれない。私は女になりたいんや。死んでもなりたいんや。じゃあ行くよ。今どんな気分や？
ずっと昔の私に言ってやりたいわ。あんたは大丈夫。悲劇のヒロインはもうええ。君が進むべき道を照らしてくれた。性転換手術についてどう思いますか？正当な医療行為です。それを決めるのは国ですよ。まだまだもっともっともっとやれる。輝ける。中途半端なとこで終わりにしたくない。Voilà, This Is I, ou C'est vraiment moi, sorti en 2026 de Yusaku Matsumoto avec Seiji Shihara, Tae Kimura et Megumi. Ah oui, la transidentité, ça existe au Japon. C'est rare. Donc cette personnalité est rare. En plus, elle est devenue idole. Donc elle est connue. Mais ouais, c'est... Oui. Les LGBT au Japon, c'est quelque chose. Oui, voilà, les mentales, il n'y a pas assez de trous, hein, en réalité. Alors, c'est un récit romancé, bien sûr, fortement romancé, je pense, de l'adolescence et de la vie de jeune adulte d'Ai Haruna, une idole genre japonaise. Nous allons découvrir son enfance difficile, puis sa prise de conscience, et enfin, comment elle se trouve aidée par d'autres personnes trans et d'un médecin. Ouais. Elles sont rares, hein. Elles sont rares, mais voilà, elles existent. C'est ça. Je pense qu'on a... Alors, bon, le film a ses défauts. Mais tu vois, nous, on n'a pas de film comme ça pour présenter des personnalités trans françaises. Joli récit sur une personnalité transgenre au Japon. Dans un pays très conservateur comme ça, c'est pas banal. En plus, faut pas oublier que ça a dû se dérouler dans les années 90. Attendez, je vais chercher. Je sais plus quand est-ce qu'elle est née. Donc ouais... Vraiment précurseuse, la... 72, elle est née en 72. Donc ouais, vraiment précurseuse. La transidentité n'existait pas à l'époque. Hein. Je vous laisse deviner tous les jolis surnoms qu'on pouvait leur donner. Qui sont d'ailleurs cités dans le film. Mais voilà, c'est ça, des films misérabilistes. Donc voilà, ça sera l'occasion de découvrir qu'il y a aussi beaucoup d'entraide, surtout dans les milieux concernés évidemment, mais aussi de certaines personnes cis. Même à l'époque, le médecin comprend sa souffrance et comprend la souffrance de ces jeunes femmes et accepte de les aider à se sentir mieux dans leur corps parce que donc lui il a tout son arc où il n'arrive pas à comprendre enfin il veut être un médecin qui est utile. Il se bagarre d'ailleurs avec des chirurgiens esthétiques pour qui leur métier, eux, c'est juste de faire l'argent et c'est basta. Lui, il a un besoin d'être utile qui est très important et donc il va trouver ce but en aidant les personnes transgenres. Voilà, alors ça paraît d'où tous ces problèmes. Il y aura d'ailleurs tout un passage sur l'une des relations amoureuses d'Ai. Donc Ai, ça veut dire amour en japonais, donc voilà. Qui nous parle bien des problèmes que peuvent rencontrer les personnes transgenres quand elles relationnent, même si, alors, la plupart des personnes transgenres ne font pas de chirurgie génitale ou autre, ça reste des cas très rares parce que l'opération est extrêmement lourde, comme la bande-annonce l'a montré. Beaucoup acceptent de ne pas rentrer dans la binarité des organes sexuels, donc voilà, une personne transgenre ne veut pas dire une personne qui a fait une opération de chirurgie génitale. Dans ce film, Ai va le faire, mais voilà, c'est un cas extrêmement rare, je préfère le préciser. J'ai bien pleuré, un passage assez émouvant du film, surtout parce que les Japonais ne sont pas les champions de l'effusion des sentiments. Et enfin, quand elles se disent des choses, bah, ça fait toujours plaisir, surtout qu'ils ne se touchent pas. Donc vraiment, t'es en mode... Bon, alors moi, je touche pas les autres non plus, mais au cinéma, j'ai envie que les gens se prennent dans leurs bras. Et donc, j'étais contente quand ça arrivait. Voilà, donc un film à voir si découvrir le parcours d'une personne transgenre vous intéresse, surtout dans un pays extrêmement conservateur, à une époque où la transidentité n'était pas aussi vue. Voilà, gardez en tête que ce n'est qu'une expérience parmi toutes les autres, et surtout que le film est romancé. Hein. Il faut jamais perdre de vue qu'un film est toujours romancé. Voilà. Chopez-vous. Alors là, c'est la mère et sa fille. Mais voilà. Chopez-vous en toute amitié, bien sûr. Voilà.
Donc personne n'a vu ce film. Ça a été... c'est Jihad qui m'en a parlé. Elle m'en avait parlé il y a quelques temps, mais j'avais pas réussi à trouver le film. Voilà, la semoule est tombée. Uniquement dans l'Alabama et dans le nord de la France, bien sûr. Est-ce qu'on passe à une autre recommandation LGBT? Oui. Je vais péter un câble, c'est ma reco préférée. Allez, c'est parti. Je sais pas pourquoi ça marche jamais mon truc, là il marche pas aujourd'hui, ça me casse.婚約者でしょ。連れ戻しに来たのよ。帰ってこいって言う方は簡単だよな。家族がいなくなるのって悲しいよ。だからシュンにはそんな思いしないでほしい。いつか好きになった相手と抱き合えたら、そんなこと絶対叶わないと思ってた。言ってダメになるなら言わない方がいいだろう。引き止めればいいのに。もっと自分のわがまま言えばいいのに。理由なんかいいんだよ。一緒にいたいから。Voilà, l'étranger de la plage. Alors, je vois le trailer et je me rappelle que le film dure 50 minutes et t'as l'impression qu'il dure pas 50 minutes du tout. Même si tu voudrais qu'il dure juste 3 heures. Et un autre truc, je me suis dit que j'avais très envie d'être habillée comme un marié japonais. Ils sont trop beaux, leurs outfits. Alors, l'étranger de la plage, sorti en 2020. Doaishi Akiyo, avec Taishi Murata, Yoshitsugu Matsuoka et Yu Shimamura. Shun, écrivain et gay, voit tous les jours un jeune garçon s'asseoir sur le banc en face de la maison de sa tante où il vit. Il ose un jour l'aborder. Après une première interaction pas très réussie, Mio, le jeune garçon, lui annonce qu'il doit déménager, mais lui fait la promesse de revenir quand il sera adulte. Ce sera pour avouer ses sentiments amoureux à Shun. Alors là, je vous ai présenté l'histoire du film, mais sachez que j'ai aussi lu les 6 tomes suivants, L'étranger du Zéphyr, où l'on continue de suivre la vie de nos 2 tourtereaux. Donc je vais un peu mélanger les 2 récits. Et d'ailleurs, je suis trop contente d'avoir pu les trouver parce que j'avais envie de les lire depuis 1000 ans et j'arrivais pas à les trouver. Voilà. Donc c'est une romance entre un homme gay et un jeune homme bi. Et pour une fois, c'est clairement annoncé et énoncé. Bravo les veaux, bravo la représentation bisexuelle. Donc c'est un yaoi tout doux, un peu érotique, il y a quelques scènes érotiques. Et d'ailleurs, le manga n'hésite pas à nous proposer des thématiques liées à tout ça, mais aussi à l'homophobie que Shun a vécue, mais pas Mio. Pour ça que celui-ci est plus réticent au début que son jeune camarade. Il y a aussi donc une différence d'âge, comme vous avez pu l'entendre, mais je tiens à préciser qu'il n'a aucun grooming ou truc chelou. C'est le jeune qui prend les devants à chaque fois, et Shun n'a aucun moyen de pression ou de contacter Mio pendant que celui-ci habite loin. C'est Mio d'ailleurs qui prend contact avec... Enfin, qui revient de lui-même donc. Et Mio a vraiment réfléchi pendant 3 ans à s'il était vraiment amoureux ou pas de Shun. Donc c'est pour ça qu'il revient bien plus tard, quand il est certain d'être amoureux. Donc vraiment, c'est un récit très empathique et très respectueux. Les deux voilà, se respectent. Il y a une scène où, dans un des mangas, où Mio, donc le jeune, force un peu trop. Il est un peu forceur, mais généralement, il se fait assez remballer assez vite. Donc il y a une scène sur 7 tomes, pardon, qui m'a mis un chouille mal à l'aise. Mais bon, ça arrive, je vais pardonner. Mais voilà. Bref, un couple comme j'en avais peu vu dans les yaoi, car ici, il n'y a pas trop de clichés. Les deux se ressemblent. Chacun est à la fois extraverti et introverti en fonction des situations.
Les deux ont le même physique, pas trop de différence de taille. C'est pas le grand qui est entreprenant et qui explique la vie à son camarade. C'est même le grand qui freine à chaque fois la fougue du jeune. Le sexe n'est pas que kiffant, que des clichés du genre qui disparaissent ici au profit d'un récit un peu plus réaliste. Et voilà, j'ai trouvé la relation plus réaliste que d'autres yaoi où c'est vraiment assez fantasmé et on pousse tous les clichés à fond les ballons. Ici, pas du tout, c'est très cool. Et surtout, c'est respectueux, à part cette petite scène dont je vous ai parlé, mais il y en a une sur 7 mangas. 7 mangas de 200 pages, voilà. Sinon, on les suit dans leur vie quotidienne pendant assez longtemps. Donc on peut voir comment l'homophobie ou l'acceptation des personnes non hétéros sont traitées, notamment dans la famille de Sean, qui a fui sa famille pendant des années. Son père est effectivement réservé, mais au fur et à mesure qu'il revient vivre avec eux, le daron devient de plus en plus à l'aise avec son fils. Alors il n'y aura jamais de grande scène émouvante où le père accepte son fils, voilà. Ce qui est aussi réaliste. On a aussi des thèmes plus sociaux comme avoir un travail ou non, la relation à l'argent dans un couple, le burn-out, la notoriété ou les problèmes érectiles. Voilà. Je ne m'y attendais pas à celle-là. J'ai adoré ce manga et ce film d'animation qui est magnifiquement animé. D'ailleurs, vous avez pu le voir, les images sont absolument magnifiques. Attention, donc content warning, donc l'animation et les mangas contiennent des scènes érotiques. Dans l'animation, on ne voit rien. Dans le manga, on voit juste des saucisses. Voilà, voilà. C'est important d'en parler. Ben oui, mais c'est pour ça que je suis extrêmement étonnée qu'un yaoi parle de problème érectile. Et c'est le jeune qui a un problème érectile, voilà. Mon seul reproche, le manga se termine brutalement. Beaucoup de sujets n'ont jamais trouvé de fin à leur arc narratif. Alors, même si je suis frustrée, eh bien, c'est la vie. Voilà, tout se règle pas dans la vie. Donc voilà, j'accepte mon sort de n'avoir pas de résolution à plein d'arcs narratifs. Donc si vous aimez les romances bi et gay, enfin bi ou gay, ou B et gay et bi, bref... je vous le conseille ardemment, c'est un yaoi très très différent des autres que j'ai pu lire. Notamment, j'en lis un actuellement et c'est fucking cliché. Donc je ressens moins de trucs cool. Voilà. Donc je pense que personne n'a lu ce manga. Je vais peut-être aller faire un petit pips et je reviens. Parce qu'il nous reste encore pas mal de choses à voir. Je regarde où on en est. Non, ça va. Il nous reste 4 recos. Mais il y en a deux qui sont connus, entre guillemets. Donc peut-être que des gens auront des choses à dire. Ça marche encore pas! Bon, bref. Je reviens. Je vais faire pipi. Amusez-vous bien. J'en ai pas... Non! Mais qu'est-ce qu'il fait?
J'en ai profité pour faire un gros bisou sur la tête de bébé. Et bien, on enchaîne avec le Ryan Gosling, bien sûr. Hi, I'm Ryan Gosling. Watch the new trailer for Project Hail Mary now. I understand that you think I'm the right person for this mission. I understand the stakes. Object approaching. If we do nothing, On vole le bon gars qui reprend pas qui est bien. everything on this planet will go extinct, including us. Dr. Grace, the world is counting on you. No, I'm sorry. I'm Grace. I'm gonna call you Rocky. We're here for the same reason. His son is dying too. If we're gonna save our planet, we have to learn how to communicate. Check this out. We have about 250 words. Let's find you a voice. Why is a school teacher in space? Nope. Why is a school teacher in space? Try this. I am Rocky. I like. So I have a new roommate now. Hi, Grace. Together, we're pretty smart. But no one's ever done this before. It is time go. I think you're being go time, pal. There are infinite possibilities for this to go wrong. This ship wasn't built for this. Now! If Grace Rocky saves stars, we can go home. I think this is a one-way trip for me. I will not let Grace die. Il n'y a pas moyen, Jaja. Voilà, projet Dernière Chance, qui est aussi long que le film d'avant était court. Pour de vrai en plus. Hein. C'est vraiment... on a volé les 50 minutes de, de ce film pour les foutre dans l'autre. Il était allé voir savoir la BA, et moi j'avais vu, il m'était dit il n'y a pas moyen, parce que ça va être très... Moi j'avais pas vu la BA, mais j'avais juste vu Ryan Gosling sur une affiche dans l'espace, je m'étais dit let's go. Voilà. Mon beauf l'avait vu, il avait bien aimé aussi. Donc projet Dernière Chance en français dans le texte, en anglais c'est pas ça du tout. Sorti en 2026 de Phil Lord et Christopher Myler, avec le Ryan Gosling, Sandra Hüller et Milana Weintraub. Rylan Grace, professeur de sciences, se réveille dans un vaisseau spatial, seul et en ayant oublié son passé à cause de sa cryogénisation. Il doit alors fouiller le vaisseau à la recherche de ses souvenirs et comprendre pourquoi il est là et ce qu'il doit faire. Alors bon, comme je viens de le dire, je ne savais rien du tout de ce film à part l'affiche et Ryan dans l'espace. Donc Ryan dans l'espace, moi ça me dit bien. Et donc j'ai découvert l'Alien pendant le visionnage, je m'attendais pas du tout à ça. Ça m'a rappelé Premier Contact, le film de Denis Villeneuve que j'avais adoré, parce que c'est un film où l'alien n'est pas néfaste et on doit apprendre à communiquer avec pour un but commun. Ici, ce but commun en fait un film buddy movie dans l'espace, entre deux interespèces, et je trouve ça plutôt audacieux. Merde, j'ai laissé la musique trop fort. Donc j'ai vraiment aimé ce film, malgré sa longueur. Attention, prévoyez 2h30 de votre vie. Je l'ai démarré à 20h pour être sûr de pouvoir le voir et pas de m'endormir devant. Il se passe vraiment plein de choses. C'est rythmé car on alterne entre moments passés et présents. On comprend les enjeux, le pourquoi Ryan est tout seul, ce qu'il doit faire, comment il a compris ce qu'il devait faire, et puis on suit la résolution avec un peu de pression. C'est un film très drôle.
aussi, très empathique. Ryan Gosling est parfait, il est très bon dans les rôles comiques et un peu sérieux. Il jongle parfaitement donc entre réaction... Ah, il y a toujours... Putain, elle est toujours à fond les ballons. Pardon. Donc il jongle parfaitement entre réactions normales comme paniquer quand le vaisseau fait des bruits de partout, refuser d'aller dans l'espace comme tout être normal, c'est les gros violons ouais, de The Leftovers, ou être effrayé par un vaisseau spatial gigantesque qu'il ne connaît pas. Ça fait plaisir à voir de plus en plus ce genre d'écriture de personnages plus humains et moins super-héros. L'alien est vraiment très bien trouvé aussi. Pour une fois, pas de physique anthropomorphique. On doit s'adapter avec quelque chose de différent, même si on connaît les cailloux. Voilà, c'est juste un caillou qui parle, quoi. C'est de la lithothérapie, ce film. C'est très cool. Je pourrais être tatillonne sur certains points de la communication, mais je ne le ferai pas pour une fois. Bref, si vous aimez l'espace, les aliens, les films très sympas et drôles, avec une fin pas commune, je vous encourage vivement à le voir. Comment? Putain, désolé. Voilà, est-ce que quelqu'un l'a vu? Loud, tu vas devoir le voir. Tu vas devoir suivre toutes les recommandations de vol. De toute façon, sinon, il va venir chez toi et il va te tuer, donc. Comme moi. C'est pour ça que j'ai regardé. Voilà. Personne l'a vu. Triste. C'est là où on regrette tous. Enfin, je regrette que Jessiel ait repris son travail. Jessiel, tu nous manques! J'avais aussi les pubs. Putain, ça compte pas. Il pourra vite s'en charger. Ça m'avait repoussé. Ah ouais! Ah ouais, non, c'est bien. Ah, t'as lu de mon retour. Et tu as oublié. Non, moi j'avais... Ouais, effectivement, j'avais mon beauf qui m'avait confirmé que c'était vraiment très bien. Eh bien, on enchaîne avec quelque chose de totalement différent. Hibiki ni aeta kara, watashi wa watashi ni nareta. ずっと探してるんだ。あの音を。この子が響を救い出してくれたようだ。誰？この子の名前は？歌。響。変なやつ。あんな危ないことやめさせるべきです。外の世界はあいつらにとって息苦しいのさ。呼んでる。お前にも聞こえるのか？止めなきゃ。時が動き出した。叫んでこうぜ飛び越えて待って味気でこのままになってここから先は崩壊かそれともレディー歌セッマッチか今すぐ東京を出ないと死ぬ気かよ。響き大丈夫。お前なら助けられる。行くぞ行くぞ。行け行こう歌。Voilà, Bubble et ses trous noirs. On a adoré. Putain, mais je comprends rien à la musique aujourd'hui. Bubble, sorti en 2022 de Tetsuro Araki avec John Sisson, Riria et Mamoru Miyano. Hibiki est un jeune homme mystérieux, Dark Sasuke, qui vit dans un Tokyo complètement ravageax, où des bulles ont provoqué des changements de gravité. Pour survivre, il participe avec ses petits potes à des courses de parcours dans la ville, la routine, jusqu'à ce qu'il tombe à l'eau et se fasse sauver par une mystérieuse, pas Dark Sasuke, jeune fille un peu sauvage. Voilà, c'est un remake de La Petite Sirène à la sauce entité alien. C'est un film un peu étrange. J'ai pas ressenti grand-chose, même si j'ai aimé la fin car elle nous propose de ne pas voir la mort comme définitive, mais que l'être aimé se trouve dans chaque chose. Encore plus logique quand on sait qui est l'étrange jeune fille. Ça m'a rappelé le travail et les histoires de Makoto Shinkai, sûrement pour ça que j'ai rien ressenti. C'est beau, mais en termes d'émotion, il y a un truc auquel j'accroche pas du tout. Mais bon, j'ai pas eu d'affect pour le héros qui a l'air un peu trop chiant. La gamine est sympa, mais le mythe de la sauvage qui doit apprendre des hommes, ça va bien 5 minutes. Le thème principal reste sympa, apprendre à vivre en équipe pour survivre. Voilà, ça fait le taf, mais c'est pas transcendant pour moi. Et comment j'ai découvert ce film, c'est complètement improbable. C'est ma nièce qui l'a vu à 5 ans, parce que son daron a eu la bonne idée de lui montrer, et c'est pas du tout un film pour les gens de 5 ans.
Elle avait rien compris à l'histoire et elle était traumatisée parce que c'est très triste, effectivement. La fin n'est pas joyeuse. Voilà, donc pour un enfant de 5 ans, ne lui montrez pas ça en fait. Voilà, je recommande à tout le monde sauf les enfants de 5 ans. Non mais le daron de ma nièce, c'est un peu... il sait pas doser quoi. Voilà, donc je suppose que personne n'a vu ce film. Même moi, je connaissais pas. Je savais pas que ça existait. Elle l'a montré pendant que je suis allée voir un film avec elle, donc elle et sa mère. Elle nous a montré ça sur Netflix en mode ouais, ça j'ai vu et tout. Et donc j'ai regardé la bande-annonce, j'ai fait oh bah ça a l'air sympa et tout. Et en fait, c'est un dessin animé, c'est pour les enfants, non? C'est un peu ça, ouais. Ça bouge, le tombeau des Lucioles, ça bouge. C'est pour les enfants. Putain, il faut que je revoie le tombeau des Lucioles pour voir si j'ai vraiment 0 cœur ou si je vais repleurer. Peut-être que je vais repleurer, on ne sait pas. Voilà. Eh bien, on enchaîne avec quelque chose de complètement différent. Welcome to Willy's Wonderland. Spend the night cleaning Willy's Wonderland, and I will pay to have your car fixed. Ah oui, j'ai pas trouvé de solution, désolé. You are officially on staff. Let's get the hell out of here. I can't stand to hear a grown man scream. This place has a dark history. I know the bullshit story they told you. It's a lie. You're here to be a human sacrifice. Have you been listening to a word I've been saying? He's gonna die in here, but he won't listen to me. The machines got out. Nobody is safe. Put your balls on, Evan. We're going to Willy's. He's not trapped in here with them. They're trapped in here with him. It's your birthday, and we want you to have fun. It's your birthday, so let's Willy's Wonderland, sorti en 2021 de Kevin Lewis avec le Nicolas Cage, Emily Tosta et Beth Grant. C'est un film qui m'a été recommandé par Fairis. Voilà. Un mec passe dans une ville où les pneus de son véhicule se font crever. On lui propose, en échange des réparations qui coûtent cher et qui n'a aucun moyen de paiement sur le coup, de simplement nettoyer un vieux restaurant familial toute une nuit comme dédommagement pour les réparations. Il accepte. Il n'aurait pas dû, car les mascottes du restaurant prennent vie et veulent le tuer. Alors, c'est Five Nights at Freddy's, mais avec un héros qui n'a absolument pas peur pour sa vie. Le film d'horreur est horrifique pour les mascottes, qui prennent tarif l'une après l'autre. Comme le dit la bande-annonce, ce n'est pas lui qui est prisonnier avec elle, c'est elles qui sont prisonniers avec lui. C'est donc assez marrant ce retournement de situation. Le film ne se prend pas du tout au sérieux, avec un Nicolas Cage mutique et robotique. Régulièrement, le personnage prend des pauses pour boire une bière et jouer au flipper alors qu'il est potentiellement en danger. Je me suis même à un moment demandé s'il n'était pas lui-même un animatronique. Ça rajoute à ça une bande d'ados qui veulent détruire cet endroit, mais qui, eux, n'ont aucune chance face aux mascottes, parce que pour eux, le film devient un slasher, littéralement. Même si ce film se veut proche des films de série B, donc l'histoire est assez basique, il y a des plans tout à fait recherchés et bien sympas. Ça se fait plaisir à tous les niveaux. Même mes mascottes ont de bons designs. Enfin, en tout cas, moi, j'ai trouvé qu'elles avaient des très bons designs. Bref, un bon divertissement, un peu what the fuck. À voir à plusieurs, ça doit être très sympa. Voilà. Est-ce que quelqu'un d'autre a vu ce film, à part Fairis? Et moi. En tout cas, je vous le conseille. C'est complètement what the fuck. C'est très sympa. Ça casse pas trois pattes à un cadre, par contre. Il n'y avait pas de réflexion métaphysique et politique. Pas vu parce qu'horreur. Ah ouais, tu regardes pas des films d'horreur, toi? Ça fait pas peur. Ah, j'étais sûre que tu t'encaissais les films d'horreur. Bah là, dis-toi que c'est l'horreur pour les mascottes. Ça fait peur.
pour les mascottes. Si t'es une mascotte, tu as peur. Sinon, tu peux pas avoir peur. Non, je savais pas. Je découvre. Eh bien, on va enchaîner avec ma dernière reco qui est complètement bizarre. Et alors là, personne n'aura vu ça, c'est mort. Personne ne l'aura vu celui-là.มาร์ชหยุดเอากับเครื่องกดฝุ่นได้แล้ว ป๊อปคุยผีผมว่าคุณโดนแล้วล่ะครับโดนอะไรคะโดนผีหลอกVoilà, Fantôme Utile, sorti en 2025 de Ratchapum Bunbuncha Choke, avec Maidavika Horn, Witharut Immarat, Apasiri Nitibon. Donc c'est un film thaïlandais. Un jeune homme achète un jour un aspirateur, sauf que celui-ci est hanté. Le réparateur va venir l'aider et lui raconter l'histoire de cet aspirateur. C'est bon pour vous? Un film à la fois absurde et logique, à l'humour très particulier, mais plus on avance, plus on se laisse surprendre par sa profondeur politique et sociale. Je n'en dis pas trop car il faut le découvrir. Ce qui est drôle aussi, c'est qu'il y a 4-5 personnages gays, et c'est totalement normal, enfin presque. J'ai beaucoup aimé, notamment pour son côté politique et dénonciateur, sous couvert d'absurde et de bizarrerie, car à la fin, le monde qui nous est présenté semble logique et cohérent. À voir pour celles qui sont curieux et curieuses. Voilà, donc on a bien rigolé avec cette histoire d'aspirateur hanté, mais sous cette couche se cache énormément de messages politiques. Et franchement, je ne l'avais pas vu venir. Donc voilà, je pense que personne n'a vu ce film, car voilà, c'est un film thaïlandais. Même moi, j'ai eu beaucoup de mal à le trouver et à le voir. Donc voilà. Mais c'était vraiment très cool. Franchement, belle découverte. Ça m'a fait bien plaisir. Alors, j'ai oublié un truc. Tac. J'ai oublié de sortir ça. Je me disais bien qu'il y avait une dernière reco que je devais mettre comme ça. Voilà. Voilà, donc on va pouvoir passer aux jeux vidéo. Donc on repasse ici. Voilà, superbe. Alors en jeux vidéo, je vous propose un ensemble de jeux vidéo parce que Canard PC a organisé sa Game Jam qui s'appelle Make Something Horrible. Donc faites quelque chose d'horrible. Et ils ont dévoilé les gagnants de cette édition qui valorisent les jeux qui imitent l'IA Slop. L'IA Slop, c'est le terme donné aux œuvres réalisées en IA mais qui puent la merde parce qu'un robot ne sait jamais être créatif, il répond juste à une demande. Donc je vous donne le lien hop, vers ce résultat. Donc moi j'ai joué à celui-ci. Sa Story d'Isator et c'est vraiment cool. C'est comme dans Her Story, donc le jeu qu'il parodie honteusement. On a le droit de regarder les réponses aux prompts de ChatGPT qu'utilise Jean Gérard pour comprendre ce qui est arrivé à Jean Gérard. Alors j'ai bien rigolé et bien cringé devant les réponses de ChatGPT avec tous les emojis des enfers et son vieux ton de con là. Voilà, alors j'utilise jamais ChatGPT mais je sais que voilà, c'est un... Je sais avec toutes les critiques que ça ressemble vraiment à ça et ça me donne vraiment envie de cringe.
Seul bémol que l'auteur reconnaît de son jeu, c'est qu'on ne peut pas savoir si on a tout vu ou pas. Donc voilà, choisissez à un moment, c'est fini. Moi, j'ai dû choisir qu'à un moment, c'était finito et que j'avais tout vu et que j'avais compris ce qui s'était passé. Voilà, donc je vous laisse découvrir les autres jeux. J'ai pas eu le temps de les faire, mais ça a l'air bien sympathique. Voilà. Et on va pouvoir passer à la dernière recommandation. Je repasse là-dessus. Tac. Putain, je suis pas du tout là, arrête! On en est où? Quoi? Non, ça suffit, Natsuko-tan. On en est où, là? Là. Là, c'est... Voilà, ça doit être là. Voilà. Witchwood, sorti en 2021 du studio Alien Trap. On incarne une sorcière qui ne se souvient pas avoir pactisé avec une chèvre. Nous devons à la chèvre 12 âmes pour qu'elle réveille une jeune femme endormie dans notre sous-sol. Il faudra alors résoudre plein de quêtes pour parvenir à nos fins. Alors je n'ai pas terminé, donc là je viens de me spoiler un truc. J'en suis aux 4 dernières âmes. La boucle de gameplay est assez simple, on collecte, on résout des problèmes à droite à gauche avec ce qu'on collecte et on avance dans l'histoire. Alors on pourrait dire que c'est un cozy game, vu qu'il faut littéralement piller et tuer à peu près tout ce qu'on voit autour de nous pour arriver à faire des crafts de plus en plus sophistiqués. Heureusement, ça reste ok niveau longueur pour fabriquer un objet. J'ai réussi à ne pas me lasser, même si tuer autant de bestioles me rend triste. Le gros point positif est la beauté du jeu. Les décors, tous les objets, les animations sont super belles et travaillées. C'est même un peu drôle quand on voit une... On a vu d'ailleurs dans la bande-annonce la petite bande de petits poussins là complètement survoltés. Moi ça me fait beaucoup rire. On dirait des puces. L'autre point cool est l'écriture. C'est comme un roman avec des passages descriptifs. Attention, c'est que en anglais, mais le niveau est assez ok pour comprendre. C'est un jeu d'une dizaine d'heures, peut-être moins si vous êtes plus enclin à vider les maps que moi, qui fait 1000 allers-retours, car je n'ai jamais assez de trucs sur moi, car je ne prends que ce qui m'est nécessaire. Voilà, je n'ai pas bourré mes poches de 500 grammes de bestioles mortes. Voilà, c'est mon problème dans les jeux vidéo. Après, je m'étonne de faire 500 allers-retours, mais voilà. Donc je pense que... Est-ce que quelqu'un a déjà joué, connaît ce jeu? Ou alors je suis seul au monde. Et ça sera terminé. Nous avons terminé les... Voilà. Ah, tu l'as joué? Ah, t'as le jeu et t'as jamais fini? T'as commencé alors? J'en ai marre de faire des allers-retours. Ah oui, je peux comprendre en vrai. Je sais pas pourquoi moi ça me dérange pas. Alors que ouais, je comprends que la boucle de gameplay, normalement elle aurait dû me saouler, mais je crois que ça reste ok pour le temps passé, donc je trouve ça très joli en vrai. C'était parfait pour jouer à 180 000 degrés dans mon salon. Donc voilà. Voilà, j'en ai terminé avec ces recommandations.